parti sur la Wi-Fi, puisque... ah non, c'était pas un orage. On a essayé de se brancher directement sur Ethernet, et puis Ethernet, c'est même pas l'éternité, c'est rien. Voilà, c'est ok là, bah Bah, voilà, tant mieux. la Wi-Fi est parfaite. Bon, alors, c'est la vie. Donc, c'est censé représenter quoi? Quoi? Qu'est-ce qui représente quoi? Louloute 50 490. Ah, mais c'est Louloute! Bonjour Louloute! C'est qui Lolo? Ah, Louloute, je crois que je connais. Une tornade, un orage. Ah, d'accord. Ok. Bonjour Louloute. Ça me fait plaisir de t'entendre et de te voir. Donc, voilà. Nous sommes ici, euh, donc dans l'autre sens. Jean est à ma droite, et vous le Bah oui, voyez. bah, il suffit de se mettre. Hein. Moi, j'ai pas le sens d'orientation, vous le savez, hein. Et donc, on est en bas. Euh, et, euh, et le fait d'être en bas fait qu'on va faire comme toujours. On va vous dire On va monter bonjour. en haut. On va monter très haut avec Jean, hein. Vous allez voir jusqu'où on va monter. Ça va être assez impressionnant. Est-ce qu'il y a des nouvelles et des nouveaux? Y a-t-il des nouvelles eaux? Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, Louloute, c'est la première fois. On se tire vers le haut tous ensemble. D'accord. C'est le micro. Et donc pour voilà. Aujourd'hui, ben, ce qu'on va faire avec Jean, on était là déjà depuis quelques temps, hein. On a fait plein de choses aujourd'hui, hein. Oh là là. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a accueilli Ah ouais. une auteure française qui s'appelle Perrine Lequerec, qui vient de Bretagne et qui habite dans le Berry. Non, c'est le Berry? Oui, Ouais. comme Richard. Et qui est venue faire une lecture dans les bas-fonds des éditions d'en bas, au deuxième sous-sol, à 2 pas d'une rivière qui coule encore à travers la ville de Lausanne. Et elle nous a fait une lecture insolite dans les stocks, 40 ans de stocks de livres des éditions d'en bas, à la chandelle. Si vous allez sur Facebook des éditions d'en bas, vous trouverez une photo de Perrine Lequerec en train de lire Les Trois Maisons. Magnifique roman. Mais après, on n'a pas fait que ça, hein. Non, Une fois que Perrine était partie, on a. on a fait une table ronde. Ben voilà. Alors on est dans une série de tables rondes, de débats, d'échanges depuis hier soir, autour de 2 ouvrages que nous avons publiés ici aux éditions d'en bas. Tumulte post-corona et Manifeste 2020. Et ces débats concernent la pandémie que nous vivons tous et toutes, et comment la vivre, en sortir et bifurquer ailleurs, parce qu'on en a marre de vivre comme on vivait avant. Voilà, on a rejoint Twitch. C'est génial. Pardon? Et je dis, on a rejoint Twitch. On a changé. Comment on a... On a rejoint Twitch. Ah, On a changé. Avant la ah pandémie, oui, on n'était pas sur Twitch, hein. non. Et maintenant, on y est. Tout ça s'est passé en direct sur Facebook. Et c'était qui? Aujourd'hui, Hmm. Sylvia Ricci-Lempen, auteure des éditions d'en bas, qui vient de publier un roman, Les songes d'Anna, les rêves d'Anna, et puis un Prix professeur, suisse de littérature. ouais, prix suisse de littérature cette année, Voilà. pour la version italienne de son livre, de son roman. Et on avait comme invité, qui n'a pas participé à ces 2 livres, mais comme invité le professeur de sociologie de l'Université de Fribourg, Marc-Henri Soulet, pour discuter du lien social et de la société en pandémie. En pandémie. Voilà. Comme dirait Barbara Stiegler. Et donc, ben comme chaque fois, moi, je vais commencer par vous souhaiter le bonjour par une petite citation déprimante. Sacrée discussion, oui. Alors là, Kate, bonjour Kate. On a eu des sacrées discussions cet après-midi. C'était génial. Vous verrez ça, ça sera sur la chaîne YouTube des éditions d'en bas demain. Les longues soirées plus chaudes, la lune rose ou orange, le monde bleu suspendu, plein de douceur, plein d'horreur. Je suis sûr que Jean, il connaît cet auteur. Alors, vous savez, il sait rien de ce que j'ai amené, hein. Tu connais cet auteur?
Oui, je connais Philippe Jacotet, effectivement. Philippe Jacotet. Et je connais surtout son fils. On a étudié ensemble à l'université de Genève, D'accord. il y a, il y a 40 ans. On était dans le séminaire de Georges Steiner sur la traduction, ensemble, pendant 3 ans. Donc Antoine, j'ai gardé contact, on s'est perdu de vue. Puis maintenant qu'il dirige une très belle maison d'édition, Le Bruit du Temps. Ah, je connais pas. Bruit du temps. Attendez, est-ce que je me trompe? Je sais pas. En tout cas, il dirige une maison d'édition, donc il vient de publier un texte de son papa, Antoine Jacotet. Donc, Antoine Jacotet, éditeur. traducteur de l'espagnol chez Gallimard. Et puis ensuite, il a créé sa propre maison, qui est une magnifique maison d'édition. Très belle. Et Philippe Jacotet, il avait fait une préface chez En Bas. Non? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'y a pas eu un truc à Poustera? Non, c'est Pousterla, dont Poustera? ben, je vais quand même aller vérifier, hein, parce que Ouais, j'aimerais bien, hein, quand même. si Parce que c'est Philippe Jacotet, il me je suis embêté semble là. quand même, j'en suis pas certain, mais Une voix pour le noir, un recueil de poésie ouais. bilingue de Fabio Pusterla. Il n'y a pas une postface ou une Et je vais voir, parce que dans cette collection, nous avons une préface et une postface. Mais oui, préface de Philippe Jacotet. C'est Tu bien ce connais qu'il me encore semblait. mieux le catalogue que moi. Premier ouvrage de cette collection, Une voix pour le noir, poésie 1985-1999. Donc, préface de Philippe Jacotet. Et traduit par Mathilde Fischer. Il faut toujours parler des traducteurs et des traductrices. Oui, c'est un bel honneur. Il faut dire que Pusterla a traduit Philippe Jacotet en italien. Et qu'il a été un des maîtres d'œuvre, voire le maître d'œuvre de la Pléiade, consacrée à Philippe Jacotet de son vivant. Surtout la préface de la Pléiade. D'accord. Donc de très grands amis, poètes l'un et l'autre, et traducteurs l'un et l'autre, effectivement. Moi, je connais Jacotet. Pour moi, c'est Musil. C'est l'homme sans qualité. C'est, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, Ouais. mais voilà. Euh, alors attends, je comprends pas. T'es arrivé à Genève et avant Genève, t'étais où? Eh ben, en 75, pour parler français, en Suisse romande et en Belgique, on dirait 75, n'est-ce Bah, pas? parlons, Je parlons suis, je suisse. suis arrivé en Suisse, hein, je ne suis pas retourné en Suisse, je suis arrivé en Suisse d'Afrique du Sud, du Lesotho en particulier, un petit pays qui s'intitulait le Basutoland à l'époque des colonies britanniques, où je suis né en 1953. Je ne vais pas En bas, cacher mon âge. Hein. en bas là-bas. Oui, oui, l'hémisphère sud, effectivement. Alors, je suis sagittaire, mais je ne sais pas ce que ça veut dire quand on est dans l'hémisphère sud. Et puis, j'y ai vécu, effectivement, 21 années de mon existence. Une partie passée au Lesotho, une partie en Afrique du Sud. Mais Alors, mon père était typographe. ah voilà. Missionnaire, travaillant dans une imprimerie Ah, au Lesotho, une imprimerie d'église protestante, qui avait été fondée en 1838 par des missionnaires français. et il imprimait quoi? Ils imprimaient évidemment des Bibles, des livres de cantiques, Salut Julien. en, en... Julien H qui nous dit bonjour. Ah Julien, bonjour Julien. Alors qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils imprimeraient des livres de cantiques avec une partition en notation solfa, une notation allemande, inventée par les Allemands. Et cette notation solfa permettait justement, grâce à la monotype et à la linotype, à les composer. Ce sont des lignes, signes diacritiques et des lettres de l'alphabet qui permettaient de noter la portée des notes. Parce que les notes symboliques qu'on trouve dans la typo occidentale, européenne, étaient trop coûteuses en Afrique. Et donc on devait avoir des casses, on ne trouvait pas ça sur la monotype ni la linotype, il fallait composer ça à la main. Donc voilà, alors, pas seulement cela, mais ils imprimaient également des livres d'école, parce que les missionnaires protestants et les missionnaires catholiques qui se faisaient la concurrence avaient la charge des écoles, parce que la politique coloniale britannique voulait que les écoles soient gérées par les églises.
Alors c'est un pays qui est à 100% alphabétisé, contrairement à la plupart des pays francophones d'Afrique subsaharienne, où là le centralisme francophone de la France-Afrique a imposé nos amis les Gaulois dans toutes les écoles africaines, c'est-à-dire en français. Tandis qu'au Lesotho, dans toutes les colonies britanniques à travers toute l'Afrique, l'enseignement se faisait en anglais, évidemment, forcément, c'était la langue du colon, mais également dans des langues locales. Donc le Sesotho avait été consigné par écrit, c'était une langue orale, dans les années 1830, 1840, 1850, par écrit par les missionnaires. Donc on est passé d'une langue orale à une langue écrite grâce au travail des missionnaires qui ont aussi été maîtres d'œuvre du système scolaire. Donc, ton travail sur les langues ici, il a un peu. Oh ben, il est marqué par Il est quand même marqué par ça. Oui, parce que mon père, à 25 ans, arrive dans un pays où l'imprimerie de l'Église protestante imprime en 35 langues africaines. Ça fait rêver, hein. On est en 45. Et quand je participais à des colloques en Afrique de l'Ouest sur l'utilisation des langues indigènes, langues locales, dans l'éducation, comme si c'était un problème, mais je croyais rêver. Je veux dire, Bonjour Athènes. l'édition en langue locale, en langue africaine, ne se faisait pas du tout, ou très peu, en Afrique de l'Ouest. Et donc, Attends, juste un truc. Je vais dire un petit truc. ça c'est un autre missionnaire. Ah, Non, un anthropologue, un agronome, un prêtre catholique. J'ouvre la porte et je ne vois personne. J'ouvre toujours la porte. Je crois que je vais attendre. Il se peut que quelqu'un vienne un jour, quelqu'un qui m'écoutera. Il faut être patient, il faut avoir confiance, il faut croire. Je veux que quelqu'un me voie. Je veux que quelqu'un m'entende parler. Je veux que quelqu'un frappe à la porte. Ça, c'est Jean qui me l'a fait découvrir. Afrika im Gedicht, et qui est une anthologie réunie par Al Imfeld, un personnage haut en couleur de Suisse alémanique qui a passé la plupart de sa vie en Afrique. Il était spécialiste de l'agronomie, il a beaucoup travaillé pour ce qu'on appelle la coopération suisse, entre autres, mais qui était un homme de culture, immense culture, à la fois francophone, anglophone et locale. Et ce livre-là, il l'a quasiment auto-édité chez un éditeur de Suisse alémanique. À 1000 exemplaires, il est entièrement épuisé en ce moment. Et donc, il a publié ça en bilingue. En plusieurs langues. En plusieurs langues. Il y a de En l'anglais, le il y a de traduisant en l'allemand. allemand. En Ouais, le traduisant en allemand. Anglais, allemand, français. Et puis quelques langues locales. Et il y a Kate qui pose une question, d'où, dans la suite logique, le livre de Gaël Faye, traduit pour le Burundi et le Rwanda. Exactement. Parce que, alors, ça, c'est dans la suite, effectivement, de plein de choses. Hein. C'est les rencontres qui ont eu lieu au Salon du livre africain à Genève. Parce que quand je travaillais chez Zoé, on diffusait beaucoup de maisons d'édition africaines, à la fois en présence africaine à Paris et des maisons en Afrique de l'Ouest. Et on accueillait les auteurs, on accueillait des éditeurs dans ce salon. Ma fille s'en est occupée très largement aussi. Et bref, c'était une affaire familiale en quelque sorte. On s'est occupé pendant 6 ans de ce salon avec une librairie à Seine-Saint-Denis. Comment ça s'appelle? Sylvie là-bas. Et c'était une belle collaboration. Et donc là, j'ai rencontré des auteurs, effectivement, qui m'ont contacté par la suite, beaucoup plus tard, quand je m'occupais plus de ce salon, pour lancer un projet de publication au Rwanda, de la traduction en kinyarwandais. Kinyarwanda. Ouais, Kinyarwanda, de Petit pays de Gaël Faye. Donc, c'était un rêve pour moi. Ça renouait avec ce que j'avais vécu en Afrique du Sud.
Et puis, c'est comme ça que ce projet est né, avec une maison d'édition au Rwanda même, qui a pu lancer le projet sur place. Et donc oui, effectivement, c'était une envie. Oui, et puis il y a surtout quand même l'idée, parce que, Et surtout d'avoir un éditeur local voilà, pour soutenir la diffusion, la promotion, la lecture de cet ouvrage. Parce que c'est bien joli de faire des livres, il faut encore les diffuser et les faire connaître. et surtout qu'il puisse être acheté dans le pays à un prix, voilà, rendre Accessible. accessible localement. Ouais. Mais alors, C'est qui, Kate? c'est Kate. Je suis Et curieux. alors, il est incroyable. Hein. Il me pose des questions Je pour vais- savoir qui je suis aussi. Enfin bon. Ouais, on Jean, travaille avec des pseudos ouais, nous sur aussi. cette chaîne. Hein. Moi, Moi, je m'appelle Motlafi sur cette chaîne, voilà, je ne moi, sais pas encore lancé. moi, je m'appelle Pascal. Voilà. Et Ah oui, c'était comme on me l'indique. À la base de tout cela, c'est l'Alliance des éditeurs indépendants que nous avons fondée en 2002 à Paris, qui a fait en sorte que des éditeurs francophones de toute la francophonie se réunissent pour lancer des projets éditoriaux ensemble, et bien au-delà aussi, hein, pour un plaidoyer pour l'édition francophone dans le monde entier, surtout dans les pays du Sud qui en ont besoin. Et cette alliance a essaimé au point de réunir 6 réseaux linguistiques et plus de 600 éditeurs dans le monde entier. On est en train de préparer les assises en ce moment, les assises de l'Alliance des éditeurs indépendants, qui aura lieu à Pamplune, comme tu veux. Pamplume, Ça me fait rien. en C'est joli. Pays Basque, cette année, en novembre, en présentiel, on l'espère, chaudement. Donc, effectivement, dans le cadre de l'Alliance, il y a aussi tout un pan entier de soutien à l'édition en langue locale. Puis il y a tout un travail aussi sur la biodiversité. Alors, la notion de biodiversité a été lancée par des éditeurs espagnols et d'Amérique latine et repris par l'Alliance des éditeurs indépendants pour défendre justement l'indépendance des maisons d'édition et de leurs publications, et surtout pour des auteurs issus de l'Afrique, auteurs hommes et femmes, issus de l'Afrique, pour être publiés localement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies? C'était un magnifique mouvement de la part des éditeurs français, hein, donc du centre par rapport à la périphérie, d'accueillir dans leur catalogue, soit sous forme de collection, soit dans leur catalogue général, des auteurs et des autrices de toute l'Afrique francophone. Et malheureusement, si vous avez envie de poser des questions à Jean, vous les mettez dans le chat. Hein. malheureusement, sans qu'il y ait une diffusion de leurs ouvrages à un prix accessible en retour dans les pays d'Afrique francophone. Donc, l'Alliance défend à ce moment-là une politique du livre que les auteurs peuvent mettre en place en disant « Je me réserve les droits de mon roman publié chez Gallimard, je me réserve les droits, ou chez Grasset, les droits pour être publié chez un éditeur africain de Côte d'Ivoire, du Cameroun ou d'ailleurs. » Donc ça, on a fait tout un travail de lobbying auprès des auteurs pour qu'ils puissent maîtriser au fond leurs droits et permettre à leurs œuvres d'exister localement. Et là, tu étais en Afrique, mais attends, entre le moment le Lesotho et la Suisse, il y a un moment, tu étais en Afrique du Sud. Alors là, j'ai fait tous mes écolages secondaires à Bloemfontein, pour ceux qui aiment le foot, ils ont connu Bloemfontein lors d'un mondial. Et j'étais dans cette petite ville au centre. Il y a une province qui s'appelle la province de l'Orange, de l'État d'Orange libre, qui était un État à l'époque des bourgs, des descendants des Hollandais qui se sont séparés des Anglo-Saxons pour créer leur propre petit État libre du joug de l'Empire britannique, le Transvaal aussi. Puis il y a eu la guerre des bourgs à cause de ça. Et donc dans cette ville, qui était très connue aussi par le fait que c'est un des lieux de production, ça a été un lieu très important, de mines de diamants à ciel ouvert.
Alors j'ai fait mon écolage dans un internat style britannique, 5 ans, de l'âge de 12 à 17 ans. C'est une tradition anglo-saxonne, hein. Quand on est dans la bourgeoisie aisée en Angleterre ou en Afrique du Sud, en Australie, ou alors dans la haute société, on peut se permettre d'aller dans ces écoles. La situation que nous avions au Lesotho, c'est qu'il fallait qu'on suive une éducation euh, en Afrique du Sud. Et donc l'internat s'est imposé, puis on était boursiers. Et l'éducation, ça passait par Mandela aussi? Alors Mandela est en prison à ce moment-là. Parce que toi, Ah non, oui, il était en prison. Il était déjà en prison parce que, comme je suis né en 53, que j'étais à l'école à l'âge de 12 ans, j'étais en 65, il était déjà en prison, effectivement. parce que toi, Alors bon, j'étais au courant hein, qu'il était en prison, ouais. parce que le Lesotho avait servi de base arrière pour l'ANC, le mouvement de libération, African National Congress. Euh, les militants de l'ANC avaient le Lesotho comme base, tout comme il y avait également... Ah, je sais pas. si, si. Et, et- et donc, on est très, très au courant. Ma mère et mon père nous tenaient au courant de l'apartheid, évidemment. Ils avaient la trouille qu'on devienne sud-africain. Ils nous ont briefé énormément sur ce qui se passait en Afrique du Sud. C'était l'apartheid, tandis que le Lesotho, depuis 1960, était un pays indépendant. Mais toi, tu as milité aussi Alors, quand j'étais à l'école en internat, non, mais quand je suis allé à l'université à Grahamstown, dans l'est du Cap, où j'ai passé 4 ans en lettres, là j'ai milité contre l'apartheid dans les limites imposées aux étrangers, Ah. faute de quoi j'étais expulsé du pays. C'est un peu comme ici, avec tes permis, quoi. Tu manifestes dans un cadre plus ou moins légal. Les permis. Bah, permis B, permis C. Ah oui, Ah, ici en pareil, Suisse. Oui. oui, ici en Alors Suisse. donc, là, on a milité effectivement contre l'apartheid d'une manière ou d'une autre. Et puis, je participais à l'Union nationale des étudiants qui regroupait toutes les branches des étudiants des universités blanches comme les universités africaines et métisses et indiens, parce qu'ils étaient séparés. Et on a pu faire des campagnes d'alphabétisation selon les méthodes de Paulo Freire, un pédagogue Ah, brésilien. voilà, la belle librairie à Saint-Denis, merci Laura. La librairie donc qui était partenaire du Salon africain, c'est ça, Jean? Oui, Ouais. Et alors moi, Folie d'encre. Il y en a je plus. vais vous faire une indiscrétion. Avec Pandiffusion puis avec Serendip, on est en contact avec Sylvie là-bas pour. Ah, c'est une syndicaliste de choc, elle est Et vraiment on va faire extraordinaire. on va continuer. Je l'aime beaucoup. J'ai passé du coq à l'âne, mais Jean, en fait, c'est un voyageur. Oh, Et voyage. Oui, dans les livres. partout. Au milieu du 4e jour, la rencontre eut lieu. Il était là, un peu plus loin, paisiblement allongé sur le sol. L'autre, le semblable, lui. Je vous parle d'un bouquin qui vient de paraître. Oh, il y a un problème de connexion. Ah bon? Ça veut dire quoi? Vous avez un problème de connexion? Tentative de reconnexion. Il n'y a plus de connexion? Ah, bon, d'accord. Je ne sais pas si vous me voyez. J'ai vu tentative de reconnexion. Un bouquin qui vient de paraître aux éditions Orale. C'est-à-dire qui vient de paraître aux éditions Excellence. Ah, qu'est-ce que le été streamé? On regarde trop bas.